Bonsoir à tous et à toutes. Donc ce soir, émission reprise des émissions de la suite d'émissions sur quelle 6ème République, avec à la demande, je dirais, des gens qui suivent l'initiative Une perspective, la 6ème République, revenir un petit peu sur un certain nombre de définitions qui ne sont pas forcément toujours très claires. Donc nous allons parler donc aujourd'hui de nation, bonsoir, de nation, d'État, de patrie et de tout un tas de notions comme ça qui ne sont pas forcément très simples, république, démocratie. Et donc c'est ce dont nous allons traiter ce soir avant d'aller plus avant. Donc on va avoir un certain nombre d'émissions comme ça qui vont s'enchaîner et qui vont être dédiés justement à quelle 6ème République, parce que eh bien, nous allons engager la rédaction de la Constitution dès le premier semestre, et donc il faut qu'on soit tous un petit peu sur la même longueur d'onde sur qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot. Voilà. Donc, voilà pour ça. Mais avant cela, nous allons quand même redonner un petit peu quels sont les enjeux de la période. Et les enjeux de la période, c'est 6 mois pour échapper à la barbarie. Donc c'est un texte qui va être publié très prochainement sur le site et bien entendu sur la page Facebook, mais également une vidéo qui va être tirée de ça, parce que nous avons 6 mois, nous entrons dans une période critique de 6 mois dans laquelle c'est le moment où nous pourrons échapper ou pas à la barbarie. Si nous passons cette fenêtre de 6 mois, les 6 mois à venir, le premier semestre 2021, bien inéluctablement nous irons vers la barbarie. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas en sortir derrière, mais la barbarie s'installera de façon certaine. Nous sommes déjà un peu dedans, hein, bien évidemment, mais on va progresser, on va descendre vraiment là-dedans. Donc si il y a un créneau sur lequel il faut s'investir, on peut changer les choses réellement, c'est dans les 6 prochains mois que ça va se jouer. Voilà. Donc on y reviendra, hein, de toute façon dans cette vidéo, ça sera expliqué, c'est expliqué sur ce texte. Voilà, il faut que les citoyens se mobilisent, s'engagent, rentrent dans l'action, hein, pas simplement fassent des déclarations d'intention, mais rentrent dans l'action pour rendre justement un avenir possible. Nous y reviendrons. Mais déjà, je vous donne cette information importante, puisque c'est ce qui va structurer l'action d'une perspective de la 6ème République pour les 6 mois à venir. Alors, autre élément fondamental et très important de la démarche, évidemment, le manifeste émergence. Hein, donc, commandez-le, diffusez-le autour de vous, discutez-en autour de vous. Les deux manifestes, puisque maintenant on a émergence, le cœur destiné à tout le monde, et un autre émergence idéologique qui a été envoyé à toute une série d'intellectuels, de journalistes, d'artistes, etc. Dans ces derniers jours, et dont nous attendons évidemment un petit peu un enclenchement justement de ce qu'on appelle les nouvelles lumières. Parce que ces choses-là ne se feront pas toutes seules. Donc pour les commander, pour les populariser, vous pouvez envoyer un mail à contact1p6r.org. Les commander, c'est toujours la même adresse, 1p6r, Monsieur Luc Laforêt, boîte postale 30 41 400 Montrichard. Inclus dans la version papier, évidemment, un encart avec des clés pour le logiciel Crypt, qui est un logiciel de sécurité, de cryptage tant d'un coffre-fort local inviolable, un coffre-fort numérique, et également un moyen d'échanger des données de façon totalement privée et sécurisée avec un P6R. Voilà. Donc ceci étant dit, ce sont des choses importantes et structurantes. Nous allons rentrer maintenant dans l'épisode 6 de la série Quelle 6ème République.
Et donc l'agenda d'aujourd'hui, on va essayer de répondre à différentes questions. Qu'est-ce que c'est que la barbarie? Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Qu'est-ce que c'est que la morale? La nation, l'État, la patrie. Qu'est-ce que c'est que ces trois mots, ces trois idées, ces trois concepts? Quelle est la différence entre chacun d'eux et leurs relations? Qu'est-ce que c'est que la République aussi? Et aussi, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Donc c'est des choses qu'on a déjà évoquées dans d'autres émissions, mais nous allons revenir de façon plus précise sur un certain nombre de ces points. Alors bien sûr, c'est pas un cours de philosophie, on est ici dans une démarche politique, donc on va donner les définitions. Alors on va pas aller dans tous les détails. Je vous renverrai. Il y a même des pointeurs que j'ai pas mis dans la présentation que je mettrai sur le site. Vous pourrez aller voir pour élargir vos idées et les points de vue sur ça. Mais ça sera les définitions qu'on va donner là, c'est les définitions que nous entendons à un PCCR pour tous ces termes. Nous finirons cet agenda par une longue citation de Simone Veil. Je vous prépare déjà à ça, puisque justement elle parle de la notion de patrie et en quoi elle est très importante et en quoi c'est un besoin de l'âme fondamental. Première définition, barbarie. Alors, la barbarie, c'est un mot que nous employons très souvent à un PCCR. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons défini de façon très claire et très précise, ce qui n'est pas le cas des définitions que l'on rencontre généralement. La barbarie, c'est l'ensemble des agissements nuisant gravement aux besoins du corps ou de l'âme. C'est justement toute la démarche de un PCCR, d'une perspective de la 6ème République et du rebond civilisationnel que nous essayons d'impulser, de créer une civilisation. Et le contraire de la civilisation, c'est la barbarie. Et c'est justement en définissant cette civilisation, cette nouvelle constitution, qui en est le volet politique, que nous avons trouvé et formalisé cette définition. Et cette définition, elle est très précise, puisque les agissements nuisant gravement aux besoins du corps et de l'âme, les besoins du corps et de l'âme, il y en a une liste qu'on peut retrouver sur le site PCCR que vous pourrez consulter. Donc, voici les besoins du corps: l'environnement, la nourriture, le repos, l'habillement, le logement, la santé, l'intégrité, la sexualité et l'action. Donc ça, ce sont les 9 besoins du corps retenus par une perspective de la 6ème République. Viennent les besoins de l'âme. Premièrement, l'ordre, le travail, la liberté, l'obéissance, la responsabilité, l'égalité, la hiérarchie, l'honneur, le châtiment, la liberté d'opinion, la sécurité, le risque, la propriété privée, la propriété collective, la vérité, et pour finir, le passé, dont l'éducation est un aspect. Voilà donc ce qu'est tout ce qui va nuire gravement à ces besoins-là, peut être considéré comme barbare. Voyons bien aujourd'hui que la situation par rapport au Covid-19 nous amène à mettre en cause un très grand nombre de ces besoins du corps et de l'âme. Donc nous pouvons dire que nous sommes d'ores et déjà rentrés dans une forme de barbarie importante. Il n'y a pas que cela, évidemment. Tout ça, ce sont des besoins liés à la vie, mais tous les attentats à la vie, tous les attentats à la liberté, toutes les critiques sur la liberté et la liberté d'opinion, notamment, entrent dans ce cadre. Et bien évidemment, combattre la barbarie, ouvrir un espoir, mettra en œuvre justement le respect le plus possible, le plus près possible, justement, de ces besoins du corps et de l'âme, et évidemment, la proscription de toute idéologie, et il y en a eu dans le passé, comme l'esclavage, comme le nazisme, mais comme d'autres, aujourd'hui, qui violent, justement, et qui nuisent gravement
à ces besoins du corps et de l'âme qui sont incontestables. Une liste complètement incontestable de justement ce qui fonde de façon universelle et de façon absolue et intemporelle les hommes et les femmes, bien sûr. Les hommes avec un grand H. Pour aller plus loin sur ces besoins du corps et de l'âme et sur cette définition de la barbarie, on va plus dans le détail, je vous renvoie au mercredi de l'espoir du 6 mai dernier. Éthique et morale, maintenant. Deux autres mots qu'on rencontre et que l'on va utiliser dans la suite de cet exposé, donc c'est aussi pour ça que j'en parle, mais ils sont importants parce que l'éthique et la morale, ce sont des mots qui peuvent paraître passés en désuétude dans ce monde où on favorise les transgressions, et on transgresse justement l'éthique et la morale. Et nous allons donc voir ce que sont ces éthiques et cette morale, donc de quoi on parle quand on parle de transgression en définitive. L'éthique tout d'abord. L'éthique, c'est le respect d'un ensemble de normes, de limites et de devoirs. Et donc avec un regard, un jugement, on peut même avoir un jugement, si cela est éthique ou pas éthique par rapport à un corpus de normes, de limites à ne pas franchir, de devoirs. Donc, voilà, la vie en société, ça se définit par un certain nombre de contraintes, donc tout ça, ce sont, on va dire, des contraintes sociales dans lesquelles nous évoluons, et nous allons voir de quelle nature elles sont, justement. Mais l'éthique, c'est fondamentalement ça. Dans le sens commun, si vous regardez dans un dictionnaire, vous verrez qu'en fait, l'éthique et morale sont considérés comme des synonymes. Ça, c'est dans, je dirais, le sens usuel, le sens commun, le sens trivial. Pourtant, il y a deux mots. Quand il y a deux mots, les vrais synonymes, c'est très 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 rare. Et surtout dans des domaines comme ça, un peu philosophiques, il y a deux mots, et en plus, Spinoza, dans son éthique, justement, dans son ouvrage L'éthique, ne parle jamais de morale. Il ne parle que d'éthique. L'éthique, en fait, s'applique à des règles universelles, absolues. Un peu comme les besoins du corps et de l'âme dont on vient d'énoncer la liste précédemment, eh bien ce sont des besoins universels, absolus, que l'on rencontre en l'homme, quelle que soit sa situation dans le temps ou dans quel pays il vit, il a toujours ces besoins-là, fondamentaux. La morale, elle, c'est plus par rapport à une culture, à un contexte, donc historique, ou politique, ou tout ce qui forme le contexte. Donc ce sont des règles qui, elles, sont relatives, donc qui ne sont pas absolues. Donc qui ne s'appliquent pas de façon universelle et en tout temps et en tout lieu. Mais elles s'appliquent dans un contexte donné. La morale d'un militaire, par exemple, ne sera pas la même morale que celle d'un civil. On pourrait le voir, par exemple, de cette façon-là, vous voyez, parce que vous n'êtes pas dans la même situation morale. Que l'éthique, elle restera de toute façon la même, quelle que soit votre situation. Alors, qu'en dit, par exemple, un de nos philosophes favoris, justement, Michel Cousquard, sur la différence entre l'éthique et la morale. On va voir comment il en parle. Il dit « La morale citoyenne », donc on est bien dans le cadre d'un citoyen, on n'est pas un sujet de Sa Majesté, par exemple. La morale citoyenne est l'expression sociale des valeurs d'un groupe réel, donc à un moment donné, et dans un lieu donné. Alors que l'éthique de la praxis est l'élaboration raisonnée de la loi de la production du genre humain. Donc on est vraiment dans l'homme en tant que tel. Donc voilà la grosse différence. On est vraiment dans la production et dans ce qu'est le genre humain. Donc c'est une citation de Refondation progressiste, son dernier ouvrage,
vous donne justement une définition que je vous invite à lire, parce que ce n'est qu'un extrait, de la morale et de l'éthique de la praxis. Voilà, sur ces deux premiers points, déjà, assez généraux, nous allons voir maintenant une notion importante, la notion de nation. Une nation se bâtit sur une culture commune, c'est-à-dire sur une langue, un territoire, forcément sur un territoire, mais forcément aussi une langue, un art de vivre et une morale, justement, partagée, qui forment une communauté humaine. Donc, ça c'est le substrat, c'est la base indispensable pour constituer, pour faire nation. Mais ce n'est pas suffisant. En plus de ça, il y a aussi un projet politique, celui de vouloir partager un destin commun, un désir de vivre ensemble, et non seulement de vivre ensemble, mais que cet avenir, cette vie, soit partagée, soit faite en commun. Et donc, c'est à la fois une culture commune et la volonté de partager ensemble un destin, d'aller vers un avenir. La culture, c'est quelque part tout ce qui nous vient du passé, et le projet politique et la volonté de partager le destin commun, c'est ce qui va construire et ce qui va permettre un avenir ensemble. Une nation, c'est ça. Additionnellement à ça, peut s'attacher une mystique à une nation. Typiquement, comme exemple, je citerai De Gaulle dans les Mémoires de guerre, qui dit pour lui ce que c'est que la France, par exemple. Bref, à mon sens, la France ne peut pas être la France sans la grandeur. On a clairement ici une expression mystique, un genre de spiritualité associée aussi à la nation. Dans le cas de De Gaulle, hein, au moins. Donc on peut s'attacher, une mystique peut être attachée aussi à la nation. Je dirais les révolutionnaires également, après 1789, il y avait une mystique. Dans la Révolution russe, après la Révolution russe, il y avait aussi une mystique liée justement à un mouvement révolutionnaire. Ça vient souvent de courants philosophiques ou de courants spirituels qui engagent les êtres humains au-delà de leur simple état corporel, je veux dire. Alors, pour moi, mais bon, ça va, c'est pas la définition qu'en donnent la plupart des auteurs, pour moi, la nation, malgré tout, elle préexiste à la construction politique proprement dite, puisque ça ne surgit pas de rien. Il faut bien qu'il y ait des prémices et qu'il y ait une volonté de faire nation, justement. Et donc, pour que cette nation surgisse, il faut bien qu'il y ait des prémices, il faut bien qu'il y ait un substrat, on l'a vu par la culture, par une morale, etc., partagée, par une langue, par un art de vivre, mais aussi cette volonté qui se manifeste. Et donc, cette nation, quelque part, elle préexiste déjà à la nation, au projet national. C'est à mon sens très important, parce que sinon, ça ne sort pas du chapeau comme ça, sans rien. Alors, les nations peuvent être de taille tout à fait variée, mais ne peuvent pas non plus être de taille considérable. D'ailleurs, on voit bien que les grands ensembles sont toujours des ensembles fédéraux. Hein. À partir d'un moment donné, il y a une taille maximale à une nation. Par contre, une nation peut être relativement de petite taille. On prend le Pays Basque, par exemple, c'est pas très très grand comme surface géographique. Donc une nation peut être assez petite, mais je pense que la pratique montre que les nations ne peuvent pas être extrêmement grandes. Si vous prenez les très grands pays, vous prenez la Chine, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, la Russie, je ne sais pas si je l'ai déjà cité, ce sont tous des États fédéraux.
À un moment donné, on a une fédération. Parce que justement, il y a différentes nations dans un même État, dans une même gouvernance. Nous y reviendrons. Les nations se constituent, en fait, par des extensions, par des divisions aussi. Et tout ça relève de l'histoire, fait l'histoire, justement, des nations. On n'est pas dans l'histoire des sociétés, là, on est dans l'histoire des nations. Donc ça veut dire qu'il y a des processus de guerre, de colonisation, de décolonisation, d'extinction, puisque par exemple si on prend les nations indiennes américaines, elles ont été en grande partie exterminées tant par les anglophones que par les hispaniques. Il y a plein de nations qui ont été détruites de cette façon-là. Là, on ne peut plus parler de colonisation, mais vraiment d'extinction de nations. Et puis, l'extension, par exemple, républicaine française et l'éradication des langues régionales, etc., ça fait aussi partie d'un processus qu'on pourrait appeler de colonisation ou de projet de faire nation qui était issu de la Révolution française et du jacobinisme. Alors, dernier point sur la notion de nation, le peuple, on peut considérer que c'est un quasi-synonyme de nation, peut-être avec le projet politique en moins, justement. Un peuple, c'est un peu une masse de gens, effectivement, qui forment un peuple. Bon, ils ont une culture, un art de vivre, etc. Mais ils n'ont pas forcément un projet de faire nation entre eux. C'est un peuple brut. C'est un peu la différence que l'on peut faire entre nation et peuple, même si ce sont de quasi-synonymes. Alors, État maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'un État? Qu'est-ce que c'est qu'un État-nation? Eh bien, l'État, c'est une organisation assurant l'administration d'un pays. Donc, on n'est pas du tout dans une notion de peuple, on n'est pas du tout dans une notion de partage de culture, etc., etc. C'est une organisation. Comme une entreprise, comme je ne sais quoi, toute organisation humaine. C'est une organisation qui assure l'administration d'un État. Donc, par exemple, les États, il y a des États qui ont des formes extrêmement différentes. Il y a des États monarchiques, il y a des États impériaux, et donc ils ne sont pas du tout nécessairement nationaux. Et les impériaux, par définition, ne sont pas nationaux, puisque un empire, vous pensez à l'Empire romain, mais aux empires chinois, etc., il y a différentes nations, ils sont composés de différentes nations, justement, et de façon très, très explicite même. Avec des droits différents dans les différentes parties, éventuellement, administrées par ce même État. L'État espagnol, par exemple, ce qu'on appelle l'Espagne, ce que certains appellent l'État espagnol, justement pour cette raison, c'est qu'en fait, ça recoupe plusieurs nations. On a parlé du Pays Basque, mais on parle des Catalans, on peut parler des Galiciens également. Et par exemple, le Portugal est une scission de l'Espagne qui est intervenue il y a déjà quelques siècles. Mais à départ, c'était la péninsule ibérique était unifiée. Enfin, au départ, ça dépend de quel point de départ on prend. Mais à l'époque des rois d'Espagne, en tout cas, il y a une époque où toute l'Ibérie était unifiée dans le royaume d'Espagne. Et après, le Portugal a fait sécession. Donc en fait, l'État espagnol regroupe justement plusieurs nations, avec plusieurs langues, etc. Il y a beaucoup de langues en Espagne. C'est lié beaucoup à la géographie aussi de l'Espagne, qui est plus accidentée par exemple que celle de la France. Enfin, je pense. Et quelque part, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un projet politique national dans faire nation. C'est aussi un projet politique. Eh bien, pour que cela réussisse,
il faut qu'il y ait un État, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une concrétisation organisationnelle, justement, de ce projet politique national. Et donc ça nécessite la mise en place d'un État, c'est ce qu'on appelle les États-nations, justement, hein, où on accole une organisation à la nation, hein, et ce qui permet de constituer la nation. D'où ce terme d'État-nation. Pour la France, par exemple, l'État a été construit déjà à l'époque de la royauté, a été surtout impulsé, accéléré par Richelieu, et après développé justement par la Révolution de 1789. Une chose importante qu'il faut bien noter, c'est qu'un État, c'est juste une organisation, en soi, c'est quelque chose qui n'a pas d'âme. Quand on dit par exemple serviteur de l'État, c'est-à-dire qu'on sert une organisation, on sert un groupe, on sert une... Ça ne peut tirer sa légitimité, et une forte légitimité, que si on c'est au service de la nation, et non pas au service de l'État. L'État, c'est une main froide. C'est très important ça, par rapport notamment, quand on parle de maintien de l'ordre, etc. La légitimité, elle est tirée de la nation. Il n'y a aucune légitimité en l'État. Aucune. Ce n'est qu'une organisation. En État-nation, oui. Mais en l'État, stricto sensu, absolument pas. C'est une organisation comme une autre. Comme la mafia est une organisation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Alors, la patrie, maintenant. La patrie, étymologiquement, c'est le pays des pères. Donc, si on reprend Barrès, qui était un nationaliste du début du siècle, du début du XXe siècle, donc très nationaliste, il disait, pour nous, la patrie, c'est le sol, et les ancêtres, c'est la terre de nos morts. Donc c'est très... là, on voit bien qu'on a une autre dimension, on a un enracinement charnel, corporel, dans le territoire, et aussi dans une ethnie, puisqu'on est très lié justement à la terre de ses pères, donc c'est la terre en un lieu. Hein, la patrie, c'est ça. La terre en un lieu et en une filiation patrilinéaire, mais pas uniquement. Hein. On verra dans les exemples que nous allons prendre. C'est plus ambigu que ça, c'est plus ethnique, on va dire. La patrie en tant que telle, peut y avoir une absence, possible en tout cas, de projet politique. C'est pas forcément lié, c'est souvent lié. Hein. Mais en tant que tel, si on prend cette définition de base entre le sol et les ancêtres, il n'y a pas forcément de projet politique là-dessus. Mais si vous regardez les définitions usuelles de patrie, on a souvent quand même, c'est souvent associé à un projet politique. Mais nous en reviendrons sur cette notion de patrie, sur la longue citation de Simone Weil que je vous ferai tout à l'heure. Alors souvent, justement, il y a une confusion qui est faite entre patrie et nation. On voit bien que c'est quand même des choses, certes un peu liées, mais quand même sensiblement différentes. Par exemple, la nation, il n'y a pas forcément de notion ethnique, de filiation. Mais on essaye aussi un petit peu de... Parce que, comme c'est très charnel, la patrie, tant sur le territoire, puisqu'on habite à un endroit, hein, on a sa maison, c'est là qu'on est au quotidien, et qu'on a des ascendants et des descendants, c'est très fort, en fait, ce lien. Et donc, en fait, il y a une confusion qui est souvent entretenue. Si on prend les paroles de la Marseillaise, par exemple, ça commence par « Allons, enfants de la patrie ». C'est pas « Allons, enfants de la nation ». Donc, on fait appel à cette notion filiale et cet enracinement fort. Et dans l'armée rouge, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait aussi, pourtant c'était des communistes, hein, donc c'était une idéologie qui était plutôt internationaliste,
Mais il y avait un gros leitmotiv justement sur la mère patrie. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément patrie linéaire. Hein. La patrie, c'est au sens vraiment de la filiation. Parce que en Russie, on dit plutôt la mère patrie, vous voyez. C'est presque un oxymore, mais c'est comme ça. Et notamment, il y a vous voyez, cette statue à la mère patrie qui était invoquée justement pour battre le nazisme et gagner la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, remettons les choses à l'endroit, ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Union soviétique. Hein. Pas ceux qui sont arrivés à la 25e heure qui l'ont gagné. Alors, tout ça, c'est la manifestation de quoi, en fait? En fait, la patrie et la nation, c'est une articulation, en fait, d'un besoin plus vital. Le besoin de l'âme le plus vital, c'est le passé. Et qu'est-ce qu'on disait justement Simone Veil, c'est une première citation d'elle, durant la Deuxième Guerre mondiale, hein, la perte du passé, collective ou individuelle, est la plus grande tragédie humaine. Et nous avons jeté le nôtre comme un enfant déchire une rose. C'était pendant l'occupation française. Hein. Elle a été à Londres, avec De Gaulle. Donc voilà ce qui s'est passé, parce que justement, la défaite, l'humiliation, la déroute, nous l'avons jeté, le nôtre, le passé, comme un enfant déchire une rose. C'est avant tout pour éviter cette perte que les peuples résistent désespérément à la conquête. Vous voyez, donc c'est vraiment le passé, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous fonde. C'est pour ça que la patrie, vous voyez, c'est un ressort très fort, très puissant, parce que c'est ce que nous sommes, tout simplement. J'en ai parlé l'autre jour sur le verbe être et tout ça. L'identité, c'est ce qui nous fonde. Si on n'a pas de passé, quelque part, nous ne sommes rien. Et donc, c'est fondamental. C'est constitutif de l'être humain, c'est vital. C'est le besoin de l'âme le plus vital, et il faut l'accepter. Hein. Enfin, voilà, ça, on y reviendra quand on fera l'émission sur le naturel et l'artificiel. Il faut accepter son sort, il faut accepter sa condition. C'est le maître mot. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut bien voir que Simone Veil, avant la guerre, elle était pacifiste. Elle a vu le résultat. Et elle dit, nous l'avons jeté. Elle s'inclut dedans. Nous y reviendrons. Alors, venons-en à la démocratie. Il y a des gens qui, justement, qui sont très dans des mouvements première démocratie, ils sont opposés à la République, etc. On entend souvent ça. Alors nous allons voir un petit peu, justement, qu'est-ce que c'est que la démocratie, et qu'est-ce que c'est que la République, et comment ça s'articule, et pourquoi nous, on s'appelle une perspective la 6e République, et pas une perspective la première démocratie, par exemple. Il y a une raison vraiment importante. Donc la démocratie, c'est un régime politique, ça c'est la théorie, on va dire, ou le système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, par l'ensemble des citoyens. Donc ça c'est la définition, je dirais, formelle de la démocratie. En grec ancien c'est démocratia, donc combinaison de démos, qui voulait dire à la fois territoire et peuple, puis peuple, en tant qu'ensemble de citoyens, et de la cité, et kratine, alors là je ne parle pas le grec encore, donc commandé. Donc voilà, donc c'est le pouvoir, c'est le peuple qui commande. Ça se traduit dans l'article 2 de notre 5e République française par la phrase « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Article 2 de la Constitution. Donc on est normalement très, très haut placé. Hein. Pour aller plus loin, parce que je ne vais pas tout redévelopper sur ce sujet, hein, sur justement ce que c'est que le pouvoir du peuple, ce que c'est que la démocratie, et d'autres définitions comme l'oligarchie, puisque actuellement nous sommes gouvernés par une oligarchie,
et d'où ça vient et comment ça s'explique justement que c'est une oligarchie, et que oligarchie, je ne vais pas en donner la définition ce soir, je vous renvoie à cette émission du 11 novembre dernier, qui explique justement ce que c'est qu'une oligarchie et en quoi c'est bien une oligarchie qui nous gouverne aujourd'hui. Donc ça, c'est assez important. Voilà. Alors, quelles sont quelques caractéristiques de la démocratie? Dans quel écosystème ce système politique peut-il évoluer? Donc là, je vais reprendre une partie des éléments qui sont justement dans l'émission dont je parlais, mais quelques-uns seulement. C'est plus vaste que ça dans l'émission. Un pouvoir important. Le pouvoir ne se partage pas. Il ne peut pas se partager. Soit vous avez le pouvoir, soit vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas dire ouais, j'ai un petit pouvoir, etc. Non. Le pouvoir ne se partage pas. Soit vous êtes souverain, soit vous n'êtes pas souverain. En revanche, il peut se déléguer. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir, mais vous avez un fondé de pouvoir, par exemple. Eh bien, vous dites, bah, dans les entreprises, c'est très, très fréquent, hein. Le chef, il délègue à ses subordonnés de s'occuper de tel domaine, du service informatique, du service du personnel, etc., des achats, des ventes, etc., etc. Et donc on délègue une partie du pouvoir, mais au final, celui qui commande réellement, c'est toujours le patron de l'entreprise. Bien. Ça, c'est une règle d'exercice du pouvoir. Le pouvoir, c'est comme ça. Il ne se partage pas, mais il peut se déléguer. Que dit Karl Popper? Karl Popper, pour lui, la démocratie, c'est simplement une chose. Dans la réalité, dans la pratique, dans ce qui peut arriver, de ce qui peut exister, c'est juste éviter les abus de pouvoir. Ça se limite à ça. Il dit pour lui, la démocratie, ça ne peut pas aller au-delà de ça. Dans la réalité, hein, pas dans les rêves. Et en fait, il mesure un régime démocratique est démocratique s'il permet aux citoyens de contrôler ses dirigeants et aussi de les évincer sans recourir à la violence. Voilà la définition qu'il donne de la démocratie et de la limite indépassable de la démocratie. Si on suit chez Karl Popper, et si on suit ce qui se passe dans la réalité, hein, pas dans les rêves, mais dans la réalité du monde qui nous entoure, tant aujourd'hui qu'hier, la démocratie totale n'est jamais arrivée, et elle est impossible. Et ne me parlez pas des Grecs, hein, où il y avait un système d'esclavage quand même, je le rappelle. Donc en termes de régime démocratique, on se trouve quand même extrêmement limité. La démocratie totale est impossible, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir par le peuple en tout temps, en tout lieu, en permanence, c'est pas possible. Je ne refais pas toute la démonstration, mais je le pose ici. Je vous renvoie à l'émission précédente, justement, pour aller plus loin, ou sur l'autre émission, Première démocratie ou Sixième République, du mois de juin. Ceci étant posé, regardons maintenant, qu'est-ce que c'est que la République? Qu'est-ce que c'est justement que ce concept de République? Res publicus, ça vient de res publicus, donc de la chose publique. C'est-à-dire, en clair, de l'intérêt général, qui est le contraire de l'intérêt particulier. Donc si on prend la définition un peu usuelle, disons que c'est un mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants de la population. Alors le mot important, c'est des. C'est-à-dire c'est pas une personne, c'est-à-dire c'est ni un roi, ni un dictateur qui gouverne, mais ce sont des représentants de la population, typiquement des élus, qui organisent et qui exercent le pouvoir, qu'ils peuvent avoir par délégation. Nous allons voir justement. Donc ça s'oppose réellement à la notion de monarchie, hein. Et donc ce sont des représentants de la population, or que la monarchie, c'est par un régime héréditaire
que ça se transmet. Donc, on voit bien donc que la République, c'est pas la monarchie, ça s'oppose à la monarchie ou à la dictature, mais ce n'est pas un synonyme de démocratie, de dictature à la style Hitler où il y a un seul chef, si vous voulez, hein. Mais des républiques comme la République populaire de Chine, la République islamique d'Iran ou l'URSS, etc., c'était des républiques. République n'est pas égale à démocratie. C'est simplement des représentants de la population qui exercent le pouvoir. C'est ça la définition de la République. Sachant maintenant qu'on a cette République, cette notion de République, qui est quand même un progrès par rapport à la dictature ou à la monarchie, et d'autre part que la démocratie totale est impossible, bien l'idée c'est de canaliser les forces par des institutions. Et c'est ce à quoi justement la République doit tendre. Donc des institutions comme justement la République, qui est une des institutions qui permettent de canaliser les forces qui sont des forces de toute nature. Ça peut être des forces financières, des forces brutales, des forces d'usage, des forces mystiques, etc. Toutes les forces que vous pouvez avoir dans la société peuvent être canalisées justement par des institutions. Et ces institutions, parmi ces institutions, il y a la République, il y a la justice, il peut y en avoir d'autres. La morale, par exemple, ça fait partie aussi des institutions, d'un corpus d'institutions qui vont faire que les gens vont accepter et vont suivre un certain nombre de règles et de procédures. Donc c'est ça la République. Donc si on reprend la définition de Jean-Jacques Rousseau, il disait de la République, tout État régi par des lois. Ça c'est le mot important, c'est loi, régi par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être. Car alors seulement l'intérêt public gouverne la chose, et la chose publique est quelque chose. Donc la chose publique, l'intérêt commun, est quelque chose. Et ce n'est pas l'intérêt de quelques-uns par rapport aux autres, c'est l'intérêt public. Tout gouvernement légitime est républicain. Donc voilà la différence entre république et démocratie. Alors, en résumé, si on revient sur ces définitions, et avant que je passe à la longue citation de Simone Veil, revenons donc sur les définitions. La barbarie, c'est le non-respect des obligations envers les êtres humains. L'éthique, ce sont un ensemble de règles universelles, absolues, intemporelles. La morale, c'est un ensemble de règles contextuelles dans une société donnée, à un temps donné, donc relative. La nation, c'est une culture commune à laquelle se greffe une volonté, un projet politique. L'État, c'est une organisation administrant un pays. Un État-nation, c'est quelque part la réussite du projet national qui se concrétise dans la mise en place d'un État-nation. Fusion des deux, dont la légitimité vient exclusivement du fait qu'il est national. La patrie, c'est en fait un mot qui désigne un enracinement territorial et ethnique. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et la République, c'est un ensemble d'institutions où le pouvoir est exercé par des représentants de la population. Alors, voilà, donc c'était des définitions sur les choix, pourquoi 6ème République, etc. Je vous renvoie donc aux émissions adéquates. Ce soir, on posait juste des définitions et pourquoi on articulait les choses comme ça. Donc je vais vous citer, donc je vais lire un certain nombre de choses justement sur la patrie, sur cette notion et en quoi elle est importante parce qu'elle est aussi une manifestation du passé, un des besoins de l'âme le plus vital. La notion de patrie, du point de vue social notamment, on n'évitera pas la nécessité
de penser la notion de patrie. Non pour la penser à nouveau, la penser pour la première fois. Donc ce qu'elle dit là, c'est qu'en fait, elle va penser justement cette notion de patrie. Et qu'est-ce que c'est que cette notion de patrie? Elle va plus loin que cette définition qui est un peu rapide là. Donc, un peu plus loin, donc je vous rappelle que c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, la France est occupée par la barbarie nazie. Les Français n'avaient pas autre chose que la France, à quoi être fidèles. Et quand ils l'abandonnèrent, pour un moment, en juin 1940, on vit combien peut être hideux et pitoyable le spectacle d'un peuple qui n'est lié à rien d'autre par aucune fidélité. Donc là, voyons bien le problème. Un peu plus loin encore, elle dit, sur la notion de patrie et de patriotisme, sur laquelle elle détecte une contradiction. Mais après, vous lirez l'enracinement, si vous voulez aller plus loin. Le centre de la contradiction inhérente au patriotisme, c'est que la patrie est une chose limitée dont l'exigence était limitée. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire, la patrie, c'est limité dans un temps, dans un territoire, dans un ensemble de personnes données. En revanche, l'exigence de la patrie, lui, il est illimité, puisque on va donner sa vie pour défendre sa patrie. C'est ça le sacrifice suprême que l'on peut faire pour défendre cette patrie, justement. Donc, il y a une contradiction. On demande un service, un sacrifice illimité à quelque chose qui est par nature limité. Elle résout cela un peu plus loin en disant, et c'est là que la situation est particulièrement longue, mais je pense qu'elle est indispensable de la citer in extenso. Il faut accepter la situation qui nous est faite et qui nous soumet à des obligations absolues envers des choses relatives, limitées et imparfaites. Pour discriminer quelles sont ces choses et comment peuvent se composer leurs exigences envers nous, il faut seulement voir clairement en quoi consiste leur relation avec le bien. Pour la patrie, les notions d'enracinement, de milieu vital, suffisent à cet effet. Elles n'ont pas besoin d'être établies par des preuves, car depuis quelques années, elles sont vérifiées expérimentalement. Comme il y a des milieux de culture pour certains animaux microscopiques, des terrains indispensables pour certaines plantes, de même, il y a une certaine partie de l'âme en chacun et certaines manières de penser et d'agir circulant des uns aux autres qui ne peuvent exister que dans le milieu national et disparaissent quand un pays est détruit. Aujourd'hui, donc au cœur de l'occupation de la France par le nazisme allemand, aujourd'hui, tous les Français savent ce qui leur a manqué dès que la France a sombré. Ils le savent, et ils le savent, ce qui manque quand on ne mange pas. Ils le savent comme ils savent ce qui manque quand on ne mange pas. Ils savent qu'une partie de leur âme colle tellement, excusez-moi, je suis un peu troublé par ce passage, il est très fort. Et quand je parlais tout à l'heure qu'on n'a que 6 mois pour échapper à la barbarie, ce passage résonne particulièrement à ça. Donc je vais le reprendre, cette dernière partie. Parce que si on ne veut pas revivre ça, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Maintenant, dans les 6 prochains mois, et rentrer dans l'action. Et arrêter de se raconter des histoires. Et rentrer dans le réel.
parce que là, ils ont bien été rentrés dans le réel, et cette pauvre Simone Veil, qui était pacifiste, je le rappelle, avant la guerre, eh bien après, elle a été obligée d'être résistante, et elle est morte durant la guerre. Aujourd'hui, tous les Français savent ce qui leur a manqué dès que la France a sombré. Ils le savent comme ils savent ce qui manque quand on ne mange pas. Ils savent qu'une partie de leur âme colle tellement à la France que lorsque la France leur est ôtée, elle y reste collée, comme la peau à un objet brûlant, et est ainsi arrachée. Il existe donc une chose à laquelle est collée une partie de l'âme de chaque Français, la même pour tous, unique, réelle, quoique impalpable, et réelle à la manière des choses que l'on peut toucher. Dès lors, ce qui menace la France de destruction, et dans certaines circonstances une invasion est une menace de destruction, équivaut à la menace d'une mutilation physique de tous les Français, et de leurs enfants et petits-enfants, et de leurs descendants à perte de vue. Car il y a des populations qui ne se sont jamais guéries d'avoir été conquises ou détruites, ou d'avoir sombré dans la barbarie. La France a déjà sombré une fois dans la barbarie. Il faut tout faire pour éviter de sombrer de nouveau dans la barbarie. J'en appelle à votre courage. C'est vital. C'est le besoin le plus vital. Sinon, et la France a un rôle particulier. Parce que la France, dans le monde, ça veut dire quelque chose. Si la France sombre, si la France est détruite, ce n'est pas seulement la France qui va être détruite. C'est chaque Français. Et bien au-delà, c'est toute une vision de la vie et un art de vivre qui sera détruit à jamais. Je poursuis et termine cette émission. Je vous laisse méditer là-dessus, mais on va y revenir dans l'autre émission, parce que le temps est vraiment venu de se mobiliser, comme pour ne pas subir la même défaite qu'en juin 40, et être conquis par les fascistes et les néofascistes de tout poil. Alors la prochaine fois, nous continuerons cette perspective de description de la 6e République dans le 7e épisode. Là, on fera de nouveau un travail de fond. On expliquera ce que c'est que la 5e République et comment elle fonctionne. Comment elle a été faite. Pour terminer, je vous dis, reprenons espoir, parce qu'on avons la chance, non pas simplement d'avoir un combat défensif, mais nous pouvons, c'est une chance, avoir un espoir et un combat offensif pour ouvrir véritablement un espoir, un rebond civilisationnel. C'est possible. Nous avons tracé le cadre de ça dans Émergence et dans Émergence idéologique que je vous invite à commander. Chronique des barbaries, vendredi prochain. Nous aborderons un sujet particulier, le danger monarchiste, justement. Il peut paraître lointain, croyez-moi, il y a un danger monarchiste, un réel danger monarchiste, à une certaine condition, mais si cette condition venait à être levée, le danger serait majeur. Et là, ceux qui critiquent la République, croyez-moi, l'ancien régime et les régimes monarchistes, il ne suffit pas d'aller bien loin pour voir ce que ça donne. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite le bonsoir et vous dis à vendredi et à mercredi prochain. Au revoir.